à toutes et à tous. Donc, nous allons démarrer cette première table ronde sur les cas d'usage, réseau privé, 5G. Voilà, à quoi ça sert finalement. Avant d'inviter mes trois intervenants, j'avais envie de revenir en introduction pour initier ce sujet, revenir sur l'observatoire que nous avions mené l'année dernière avec l'AVICA et la Banque des Territoires, où nous nous étions penchés justement sur ces fameux cas d'usage permis par les réseaux privés 5G dans le monde, au niveau des sites industriels. Donc c'est vraiment la 5G industrielle. Et ce qui était intéressant, donc on a repéré 15 projets emblématiques. Ce qui était intéressant, c'était d'observer les grandes familles d'usage, de cas d'usage. Donc on va en reparler ce matin. Et dans cette diversité de cas d'usage, de repérer une grande tendance à travers ce qu'on peut appeler l'opérateur connecté, donc ces métiers qui sont connectés en permanence et qui vont permettre de faire venir de nouveaux services, de participer à cette transformation numérique de l'entreprise. Donc connectés avec tablettes, smartphones, etc. Une autre tendance intéressante, c'était la criticité des flux, à savoir ces réseaux 5G qui permettent d'assurer un accès sécurisé à l'Internet. Et c'est ce qui s'observe particulièrement dans le domaine de l'énergie. Il y avait un certain nombre de secteurs. Donc, je ne vais pas continuer plus longtemps et je vais surtout faire venir, inviter à me rejoindre à cette table ronde, donc Cyril Chédot, responsable de la mission Innovation et Relations avec la place portuaire à Ropaport. Antoine Brosseau, chef de projet Lab 5G, branche bâtiment, city et transport à Côme. Et enfin, Thomas Galezowski, représentant de l'association Agure. Vous pouvez vous asseoir, oui. Je vais peut-être prendre un micro pour être plus à l'aise. Attendez un instant. Très bien. Très bien, je pense que vous m'entendez bien. J'avais envie d'initier cette table ronde. Vous avez chacun un micro, oui. Donc Thomas, j'avais envie de commencer avec vous, à cette table ronde sur les cas d'usage. Déjà, on a parlé de l'association, voilà, l'association Agure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les spécificités de vos membres, que sont les membres de l'association Agure et voilà, quelles tendances, on a présenté quelques tendances, quelles tendances voyez-vous à travers ces réseaux privés haut débit Internet qui arrivent ? Oui, merci, bonjour. L'association Agure, association des grands utilisateurs de réseaux radio d'entreprise, a été créée donc en 2012, il me semble. On rassemble des grands utilisateurs de réseaux radio, donc principalement dans le domaine des transports et de l'énergie, mais aussi on a des acteurs industriels tels que Airbus. Dans l'énergie, on a des acteurs tels que Total, EDF, Teréga. On a aussi la FNCCR, donc ici présente, un partenaire de l'événement. Donc, on a des acteurs qui, principalement, utilisaient précédemment déjà des réseaux radio et qui se sont aperçus qu'ils avaient besoin de les faire évoluer. Voilà, donc finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sont des acteurs qui étaient sur des réseaux souvent à bande étroite, de type Tetra ou équivalent, et qui se sont aperçus que finalement la technologie Tetra arrivait en fin de vie, qu'il fallait faire quelque chose pour passer à la suite. Finalement, en passant à la suite, pourquoi pas bénéficier finalement de ce que peut apporter des réseaux à large bande qui permettent de faire passer plus de débit, type 4G, 5G. D'où le fait qu'aujourd'hui, de nombreux acteurs soient en train de migrer de leur réseau d'anciennes technologies à bande étroite vers des réseaux 4G, 5G. Des membres précurseurs, on reviendra dessus. Je vais poursuivre avec vous, Antoine, donc à Côme, qui vient d'inaugurer il n'y a pas si longtemps que ça un grand réseau 5G privé sur son site, 50 hectares tout de même, avec une partie en extérieur, une partie en intérieur. Justement, quelles sont les tendances des cas d'usage que vous êtes en train de déployer, que vous avez déployé, que vous êtes en train, que vous allez déployer ? Merci Agnès. Donc oui, à Côme, donc on a déployé un réseau 5G privé qu'on a inauguré au mois de septembre dernier. Alors pour revenir au cas d'usage, je ne vais pas être très original justement par rapport au slide qui est présent ici. On est complètement dans cette tendance-là. Effectivement, c'est beaucoup axé sur la mobilité, mobilité des hommes. Effectivement, l'opérateur connecté. Donc c'est ce qu'on a déployé
via des lunettes. Donc on pourra décaler le cas sur les lunettes connectées. Ce qu'on recherche, et là où on voit qu'il y a un vrai besoin, c'est sur tout ce qui est, on va dire, continuité numérique. Comme vous l'avez dit, on a 50 hectares. Alors je pense que c'est petit par rapport à Aropaport, pardon. Mais on a quand même une surface qui n'est pas négligeable, et d'amener de la connectivité sur l'intégralité de ce site, c'est très compliqué, et la 5G nous a permis d'arriver à cet objectif-là, d'avoir de la connectivité sur l'intégralité de nos bâtiments, de nos extérieurs aussi, parce qu'on a beaucoup de stockage extérieur. Et donc, quand il faut aller faire prélever des tourées, des choses comme ça, des fois, l'opérateur devait ramener le tour à un endroit où il y avait de la couverture en Wi-Fi notamment, faire son opération. Si ce n'était pas le bon touré, donc beaucoup de pertes. Donc, c'est vraiment voilà, sur ces aspects de continuité numérique qu'on a travaillé. Alors, on va poursuivre dans le monde du port. Donc, un réseau qui est achevé, qui est en finalisation de déploiement, donc sur une zone expérimentale sur le port du Havre. Et donc, vous vous apprêtez à déployer des cas d'usage. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui va arriver d'ici peu ? Oui, bonjour à tous et merci. Donc ce réseau, enfin, on peut dire qu'il est achevé en tant que réseau expérimental. Hein, c'est un démonstrateur, hein, c'est un banc d'essai. Donc on a 5 antennes qui sont allumées, avec 2 qui, en fait, on veut couvrir en gros 3 grands champs d'expérimentation. Un qui est le premier, celui de la logistique et de la manutention. Hein, on a 2 antennes qui sont allumées chez un manutentionnaire, un terminal à conteneurs. Et puis on veut travailler sur la partie communication avec les navires d'exploitation qui sont sur le plan d'eau. Donc c'est le champ qu'on appelle le plan d'eau connecté. Et le 3e champ d'expérimentation, c'est l'industrie, qu'on pourrait appeler industrie 4.0. Mais en fait, en gros, ça recoupe tout ce qui est sur ce schéma, effectivement. Voilà, donc on a ce banc d'essai qui est installé, et avec une idée, évidemment, qui est différente de celui d'une entreprise. Évidemment, on a une emprise qui est assez grande, 10 000 hectares, 100 km², uniquement pour la partie du banc d'essai qui est sur le Havre. Et on a cette échelle, évidemment, qu'on a en ligne de mire qui est importante aussi, sur Aropa, qui réunit maintenant Le Havre, Mans et Paris, de voir aussi, en travaillant, en comprenant mieux les enjeux de connexion, comment on peut offrir un peu plus de connexion sur l'axe Seine, hein, donc à la fois sur les 3 campus et puis aussi entre les 3 campus, en fait. De nouvelles problématiques, et effectivement, c'est encore un autre domaine d'activité bien particulier. Alors justement, on parle de domaine d'activité particulier. Ce qui va nous intéresser, c'est comment on fait réseau 5G, on voit ce que c'est, mais ça va initier de nouveaux services, et c'est bien ça qui est mis en valeur. Comment on arrive, à partir d'un domaine d'activité, à traduire ça en services bien spécifiques ? Alors, je vais commencer par Antoine d'abord, justement, parce que c'est assez récent. Et donc, justement, sur votre site, avec des métiers bien particuliers, comment vous êtes arrivé à déterminer les cas d'usage qu'il vous fallait déployer ? Donc effectivement, comme vous l'avez dit, on est parti vraiment des métiers. Quand on a démarré ce projet-là, on allait faire je ne vais pas dire un audit, mais en tout cas passer dans les services, voir quelles étaient les problématiques terrain qui étaient liées justement à ces problématiques de mobilité, de continuité, où est-ce qu'étaient les cailloux dans la chaussure. Et donc on a toute une liste de cas d'usage qui est potentiellement éligible à ce projet 5G qui est remonté. Donc on va revenir encore sur ce slide-là, mais ça tourne beaucoup autour de la logistique. J'en ai parlé tout à l'heure avec les tourées, les avancements de stock de matières premières, tout ce qui est l'automatisation des processus. Et donc une fois qu'on a eu cette liste-là, effectivement, il a fallu choisir. On n'a pas tout démarré d'un seul coup. S'assurer qu'effectivement, le cas d'usage envisagé correspondait bien aux critères de la 5G. Donc est-ce que ça va être de la mobilité, est-ce qu'il y a besoin de bandes passantes, est-ce qu'il y a besoin de sécurité. Et donc on a fait toute une grille de lecture avec des critères purement connectivité 5G. Après on a regardé forcément le ROI, parce qu'il faut que ça rapporte quelque chose à l'entreprise. Est-ce qu'il y a, il y a un bénéfice, est-ce qu'on devient plus efficient en mettant en place ce cas d'usage-là? Dans beaucoup des cas, oui, on devient plus efficient, heureusement. Et puis aussi, il a fallu démarrer, donc on a regardé aussi des cas d'usage qui avaient une emprise, on va dire, assez faible sur notre SI pour, si jamais ça ne marchait pas, d'éviter de mettre toute notre production en rideau. Donc on a échelonné ces différents critères et puis on a sélectionné certains cas d'usage. Donc j'ai parlé du technicien connecté avec les lunettes notamment, la partie logistique interne avec des AMR. Donc voilà, il y a quelques cas d'usage qui sont remontés, qu'on a pu expérimenter de façon
réussi sur notre site et qu'on a présenté effectivement au mois de septembre. Le sujet des lunettes, effectivement, vous m'aviez mentionné que c'est quelque chose que vous n'aviez jamais réussi à mettre en place. Oui, effectivement, on a eu des expérimentations qui étaient avec soit du Wi-Fi, soit avec de la téléphonie publique. Et le constat était que ça fonctionnait plus ou moins, surtout moins, avec un confort d'utilisation qui était vraiment pas là. Et donc là, effectivement, d'avoir notre propre couverture, notre propre réseau, la qualité s'est grandement améliorée. On a un confort d'utilisation qui est largement reconnu par les utilisateurs. Et du coup, c'est un service qui se déploie et qui est adopté. Alors qu'avant, on avait des équipements qui prenaient la poussière parce que non, ça répondait pas aux besoins, c'était pas confortable. Non, c'est intéressant cette nuance parce que lorsque le réseau est là, qu'il est fiable, qu'il fonctionne bien, il devient quelque part transparent, il y a un confort d'utilisation et on peut adopter les services. Mais s'il fonctionne mal, il y a un risque d'abandon très fort parce qu'il y a un manque de confort tout simplement. Oui, c'est ça, il faut que ce soit vraiment du plug and play et que ce soit fluent. Donc justement, Cyril, sur cette notion de c'est difficile tant que le service n'est pas activé, c'est difficile d'imaginer les services. Et pourtant, une fois qu'on y est, on trouve ça vraiment utile. Quelles solutions vous avez trouvées, mis en place justement pour les entreprises ? Effectivement, on a procédé aussi, alors toujours dans le cadre d'un démonstrateur, on a fait beaucoup d'ateliers avec beaucoup d'entreprises pour effectivement identifier les cailloux dans les chaussures, les douleurs comme on dit, et pour repérer les cas d'usage qui sont encore une fois assez proches de ce qu'on voit ici. Mais une fois qu'on a fait ça et installé le banc d'essai, en fait, il y avait une difficulté qu'on avait dans ce partenariat où nous, on est un établissement public, on gère une infrastructure, donc on a des partenaires avec nous qui nous apportent l'expertise qu'on n'avait pas. Le 5G Lab, on l'a monté avec Siemens, Nokia, EDF et puis UpOne maintenant qui est arrivé. En fait, on a besoin de mieux maintenir en condition opérationnelle le réseau expérimental qu'on a monté. Donc, en fait, ce qui s'est passé par rapport à quand je suis intervenu l'année dernière à cette table ronde aussi, c'est qu'en fait, on a professionnalisé, je veux dire, le 5G Lab en passant un marché pour passer en mode contractuel, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en mode partenarial où le 5G Lab marchait, on va dire, un peu en mode best effort, chacun faisait ce qu'il pouvait quand il pouvait, quand il y avait un site qui tombait en panne ou quand il y avait une intervention à faire sur le cœur de réseau. Là, on a un pilotage qui est assuré complètement par UpOne avec une ingénierie qui permet d'aller voir un client potentiel, un utilisateur potentiel, de définir avec lui directement pendant un atelier quel est son besoin, quelle est l'architecture type à mettre en place, voir quel matériel on peut commander. On va commencer à commander du spare et des choses un peu en avance et voir en gros quel est le protocole d'expérimentation dans lequel il peut s'engager, sur combien de temps. Et on est face à lui maintenant avec une capacité à mettre en place cette ingénierie et la faire fonctionner complètement sur la durée dont l'utilisateur aura besoin. Donc voilà, ce qui a changé, c'est qu'on a professionnalisé complètement pour être en mesure de vraiment pouvoir embarquer complètement jusqu'au bout les utilisateurs qu'on veut emmener dans le 5G Lab, à qui on doit finalement un résultat sur la qualité d'expérimentation. On voit bien que ce qui évolue par rapport au premier contact qu'on avait, on parlait beaucoup de POC au début, effectivement tout le monde avait envie de comprendre comment ça fonctionnait, et puis là on commence à avoir des industriels qui parlent de pilotes, et tout de suite se pose la question du déploiement derrière. Voilà. Donc on voit bien que les choses progressent. Ce qui est intéressant, c'est cette notion de durée aussi. Vous vous adaptez à la durée. Totalement, effectivement. Les industriels ont besoin d'avoir une vision tout simplement sur la durée de l'expérimentation et à quel moment, effectivement, ils pourront juger de l'opportunité ou pas d'aller vers un système plus pérenne, quoi. C'est quelque chose que vous travaillez un petit peu avec eux, justement, le temps qu'il faut. Totalement. C'est trop court, il y a un risque oui. Non, totalement, oui. Ça se passe dans les ateliers. On travaille vraiment avec eux en fonction de leurs besoins expérimentaux et opérationnels. On voit quel est le bon format à donner. Et le fait de passer dans quelque chose de plus professionnel, je dirais, ça les implique également plus dans l'expérimentation, ce qui fait qu'en fait, ils sont maintenant beaucoup plus soucieux du délai, en fait, de l'expérimentation aussi. Alors, une fois qu'on a trouvé ces cas d'usage, ce qui est intéressant, c'est de savoir, je regarde Thomas de loin, de comprendre un petit peu ce qu'en disent les principaux intéressés. Et oui, forcément, Agure, des membres un petit peu en avance, qui ont déjà déployé des réseaux privés haut débit, qui ont pu l'expérimenter
un peu plus tôt que dans le monde industriel classique. Justement, qu'en disent vos membres justement de ces déploiements de réseau? Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce que vous avez un peu des sons de cloche? Et avec le recul, pour vous, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce qu'il y a une vraie transformation derrière? Alors, plusieurs choses. D'abord, en effet, il y a une vraie transformation. Alors, ce qui se passe, c'est que nos membres, majoritairement, avaient déjà des réseaux. Ils avaient l'habitude, donc ce que je disais, d'utiliser des réseaux de type Tetra. Et donc, ils avaient des besoins souvent critiques, que ce soit critiques pour la sécurité ou critiques pour les usages, ce qu'on appelle le business critical. Et donc, ils savaient qu'ils avaient un besoin impératif qui était à remplir. Sauf que jusqu'à présent, ces besoins étaient assez limités. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, les utilisateurs se restreignaient eux-mêmes dans ce qu'ils pouvaient faire. Parce que de toutes les façons, ça faisait des décennies qu'on leur disait, sur votre réseau, vous passez de la voix, un tout petit peu de données, on va dire, pour de l'échange de SMS, et puis vous ne pouvez pas faire plus. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on est passé à une étape supérieure, puisqu'on est passé à des réseaux haut débit, donc 4G ou 5G, et ça permet d'un seul coup de faire beaucoup plus de choses, parce que ça permet de faire passer des volumes de données nettement plus conséquents. Donc il y a des cas d'usage assez variés, de la vidéo, mais enfin bon, de l'information des voyageurs en temps réel, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le système est en place, les gens commencent à se l'approprier. Et progressivement, il y a tout un tas de nouveaux cas d'usage qui apparaissent. Alors, ça ne veut pas dire qu'au départ, il faut partir les yeux fermés. Pour commencer un projet comme ça, la première étape, c'est de définir les usages. Et je crois que tout le monde l'a dit. Il faut d'abord dire, voilà, on va analyser, voir quels sont nos cas d'usage, les premiers cas d'usage qu'on va mettre en place, les classifier, est-ce qu'ils sont critiques, non critiques, voir donc en fonction de ça, quel est le type de réseau qu'on va devoir déployer, est-ce que ça a besoin d'être sécurisé, donc avec par exemple une double alimentation en énergie, avec des batteries et systèmes d'onduleurs, ou est-ce que finalement il y a des zones où il y a besoin de moins. Donc en fonction de ça, vous allez définir votre architecture, mais ce qui est très important, c'est que à l'arrivée, ce soit fiable et efficace. Comme vous le disiez, si ce n'est pas fiable et efficace, de toutes les façons, si vous prenez les opérateurs dans les réseaux de transport ou ailleurs, vous leur donnez un portatif, si ça ne marche pas rapidement, le portatif, il va servir de caillou qu'on va jeter contre le mur. Et ce n'est pas imagé, c'est vraiment, ils sont capables de balancer les terminaux. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va faire qu'on va gagner finalement le pari? C'est que le système va être fiable. Et comme on le disait précédemment, on avait donc en général un réseau Tetra qui était fiable, mais à côté de ça, pour faire passer du débit, on allait utiliser souvent du Wi-Fi, quelquefois des réseaux d'opérateurs grand public, mais non sécurisés. Et donc tout ça, c'était pas très fiable. Là maintenant, on leur propose quelque chose de fiable qui est rassemblé en un seul équipement, un seul outil. Finalement, on fait passer de plusieurs réseaux de différentes technologies à un seul réseau d'une seule technologie, qui est plus facile à gérer certainement, parce que il faut quand même mettre en place les équipes adéquates pour assurer l'exploitation et la maintenance de ces systèmes-là. Il ne faut pas dire je mets en service et puis après ça roule tout seul. Non, c'est pas vrai. Il faut les exploiter. Mais une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer finalement à l'étape suivante, et comme vous le soulignez sur Aropa, ça va être finalement de dire il va falloir s'interfacer avec le SI de l'entreprise, donc avec tout un tas d'applications métiers pour faire en sorte que petit à petit, on puisse avoir plus de services qui vont passer sur le réseau 4G, 5G. Donc ça, finalement, c'est la deuxième étape. Et le retour d'expérience, donc pour répondre à votre question, c'est qu'aujourd'hui, les utilisateurs sont très contents. En général, ils en demandent plus. Quand on discute, quand on entend les retours d'expérience chez Air France, les gens, ils sont ravis. Ils veulent passer tout un tas d'applications supplémentaires sur leur réseau. Et ils sont pressés que le déploiement soit terminé. J'ai un autre cas en tête chez un industriel qui a fait une expérimentation il n'y a pas longtemps en 4G, 5G. Donc, ils ont donné des portatifs à leurs utilisateurs, alors que précédemment, ils avaient un réseau Tetra qui bagotait un peu. D'un seul coup, ils voulaient tous avoir le système LTE qui soit en place, alors que c'était une expérimentation, je dirais, sur un coin de table. Donc c'est assez intéressant, c'est que malgré tout, les gens se rendent bien compte qu'il y a des possibilités, parce que comme tout le monde, ils ont un téléphone portable, ils peuvent faire de la téléphonie mobile, et ils se disent mais pourquoi professionnellement
c'est pas la même chose. Donc voilà. Mais pour ça, derrière, malgré tout, ils attendent que ça fonctionne. Si aujourd'hui, on travaille tous avec notre ordinateur, lorsqu'on a une application sur ordinateur qui marche pas ou l'ordinateur qui plante, on est tous très énervés, en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce matériel qui est pourri. Bon, ben, finalement, sur le terrain, pour les agents, c'est la même chose avec leur portatif ou avec les systèmes qui sont contrôlés donc en M2M via les réseaux 4G, 5G qu'on met en place pour leurs usages. Il ne faut pas oublier qu'on répond vraiment à leurs besoins. On est au service vraiment des utilisateurs de terrain. On entend bien, là, ça fait déjà 2 fois qu'on l'entend, le sujet de la frustration lorsque ça ne marche pas. Et quand ça marche, ça devient tout à fait fluide et on peut se concentrer sur les services qu'on veut mettre en place. Je poursuis avec vous, Antoine. Donc, on a bien compris, c'est récent. Et puis, vous nous avez déjà donné quelques exemples de qu'est-ce que ça change avant-après. Est-ce que, globalement, vous avez des retours d'expérience ou qu'en disent les gens, qu'en disent les principaux intéressés de cette mise en œuvre? Beaucoup de positifs, effectivement, pour compléter ce qui vient d'être dit. Ça marche, c'est normal. Et il n'y a plus de retour en arrière possible, en fait, parce que on a mis en place notamment un service d'AMR. C'était la première fois qu'on déployait ce genre d'équipement chez nous pour Acom. Et donc, il y a eu un premier déploiement pour tester de passer du POC. Et donc, il a fallu qu'on l'enlève. Et à partir du moment où on l'a enlevé, et pourtant, il est resté plusieurs mois, c'est pas non plus énorme comme durée d'utilisation. À partir du moment où on l'a enlevé, tout le monde est revenu vers nous. Quand est-ce que ça revient? Parce que ça fonctionnait bien, ça nous enlevait de la pénibilité. Donc là, quand on revient vers nous avec ce genre de retour, on dit quelque part on a gagné parce que on est devenu indispensable. Et donc c'est vraiment ça les retours. Par rapport à ce cas d'usage-là, on enlève de la pénibilité, on n'a pas forcément des retours financiers héroïstes, mais par contre sur de l'extra-financier, sur de la qualité de vie, sur la réduction de TMS, de l'accidentologie, on peut gagner assez rapidement aussi sur ce tableau-là également. Après, ça peut être des moyens d'accélérer aussi les déploiements sur un des cas d'usage qu'on a déployé sur une machine qui n'était pas forcément de toute dernière génération et donc avec des capacités de traitement numérique limitées. On a pu rapidement mettre en place une caméra 5G qui filmait nos produits, en l'occurrence du câble chez Acom, qui filmait, qui analysait la couleur, qui analyse toujours la couleur d'ailleurs. Et donc cette caméra a renvoyé son flux vidéo vers un data center de proximité avec la puissance de calcul nécessaire et les bons algorithmes qui vont bien, et renvoyer une simple information binaire à l'automate de ligne. La couleur est conforme ou pas conforme, et ça, elle était capable de traiter. Et donc ça nous a permis d'économiser un rétrofit très important sur cette ligne-là et de rajouter des fonctionnalités au fil de l'eau. Et donc on voit aussi des bénéfices que nous amène la 5G, où c'est très modulable, très facile d'implémentation, où des simples éléments type comme une caméra, comme d'autres capteurs peuvent être agrégés et amener de nouvelles fonctionnalités à des lignes qui ne sont plus forcément de dernière génération. C'est intéressant, le fait qu'il n'y ait pas de retour, le fait qu'il y ait une demande à ce qu'il n'y ait pas un retour arrière, c'est un signe fort que c'était réellement utile et c'est ce qui parle le plus finalement. Alors côté Aropa, ça va être mis en œuvre. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que vous entendez aussi des retours d'utilisateurs avant même de commencer à appuyer sur le bouton. Et c'est aussi intéressant. Voilà, qu'est-ce que ça vous Oui, on a déjà des mesures de couverture. Par exemple, on a sur un des terminaux avec lesquels on travaille, en fait, on voit bien tout de suite que la bataille entre Wi-Fi et l'ancien modèle Wi-Fi et la couverture 5G, en fait, c'est en score de tennis, ce serait 6-1, 6-0, en fait, en gros, à peu près. Enfin, je caricature évidemment. On voit que les utilisateurs, en fait, on a des retours que finalement, qu'on soit au sol, qu'on soit sur un chariot cavalier, qu'on soit sur un portique et même sur le navire, éventuellement, dès l'instant finalement on a installé ses propres antennes, qu'on les a bien positionnées comme il fallait pour avoir une bonne couverture, on voit bien évidemment qu'on a une couverture de qualité. Et puis que derrière, après, les attentes, c'est de développer des applications, des applicatifs qu'on ne pouvait pas développer, par exemple, avec du Wi-Fi qui était un peu intermittent, en fait, en gros.
là, si on passe avec de la 5G avec beaucoup plus de constance, on peut développer des applications anti-collision. Évidemment, c'est totalement critique hein, sur un terminal, et on peut développer beaucoup d'autres choses. Donc en fait, on voit bien qu'on a ces attentes qui sont là, mais je croiserai avec ce qui a été dit sur les attentes du terrain aussi. En fait, on a quand même plusieurs couches en fait à convaincre. Hein. Et effectivement, l'échelon terrain, la couche terrain, elle est fondamentale. Il n'y a pas pire que de mettre dans les mains une tablette qui est trop grosse ou un truc qui est pas qu'on n'arrive pas, voilà, à paramétrer, à accrocher le réseau privé. Voilà, tout de suite c'est la déception. Nous, on a pour l'instant pas commencé à travailler avec des industriels parce qu'on n'avait pas de matériel ATEX au départ. Donc on ne peut pas travailler en conditions explosives, donc en fait on n'a pas pu commencer certaines expérimentations. Et puis la couche terrain, bon, c'est déjà la couche où on teste concrètement le matériel, où il y a de la résistance au changement évidemment, mais pas forcément à cet endroit-là qu'il y en a le plus. Hein. On a les DSI, on a des langages qui sont différents, enfin on a des attentes qui sont différentes. Les DSI n'ont pas la même perception de ce qui se passe sur le terrain. Donc on voit bien qu'on se retrouve un peu dans un jeu d'acteurs. Quand on va faire cette proposition, il faut être capable d'articuler tout ça. En fait, on voit bien que c'est quand même assez compliqué et que c'est vraiment porteur. Bon, ça prouve bien le potentiel, hein, c'est porteur de changement. C'est porteur de vraiment de progrès, quoi. On voit bien qu'on a des grandes attentes sur ce type de couverture. Et puis nous, côté sur nos métiers à nous, en fait, on a une attente qui est tout simplement très territoriale. En fait, c'est aussi tout simplement, vous imaginez que sur un grand campus industriel et portuaire, il y a des zones blanches, il y a des gens qui sont obligés d'avoir plusieurs abonnements, enfin, etc. et compagnie. Donc un mouvement de simplification de tout ça serait évidemment le bienvenu, quoi. Si je peux me permettre, juste pour compléter par rapport à ce que vous disiez, enfin, il y a quand même plusieurs éléments importants qui ressortent. Alors, dans un peu les blocages finalement qu'on peut constater dans certains cas, c'est que souvent ce sont des sujets qui sont portés par les DSI. Et les DSI ne connaissent pas forcément la radio. Ils connaissent le Wi-Fi. Finalement, le Wi-Fi, c'est assez simple pour eux parce qu'ils achètent une boîte, ils l'installent, ils la paramètrent un petit peu et c'est réglé. La radio, c'est différent. Hein, dans la 4G, 5G, c'est un autre métier. Donc, ça leur fait un peu peur, certainement. Donc, ça, c'est un premier aspect. Puis, il va falloir développer des interfaces en plus avec leurs applicatifs. Le deuxième aspect qui est assez intéressant, c'est sur le terrain. C'est que vraiment, il va falloir prévoir de la conduite du changement. C'est pas parce qu'on va donner comme ça, en effet, un smartphone ou une tablette à un opérateur qu'il va l'adopter comme ça. Il va falloir passer un certain cap pour passer les barrières psychologiques, hein, finalement, de tout changement. Et puis le dernier point, je pense, qui est très important, c'est que, comme on le disait, comme on le fait tous remarquer, c'est qu'il y a des cas d'usage qui sont identifiés initialement. Donc en général, on fait notre étude et on va dire, bon voilà, on va avoir besoin de tel débit, telle distance, voilà, ainsi de suite. Sauf qu'il ne faut pas oublier que derrière, à partir du moment où les gens vont avoir l'outil en main, quand ils vont voir que ça fonctionne bien, les cas d'usage vont augmenter. Donc on a intérêt plutôt, au départ, à surdimensionner le système pour éviter d'aller à revenir dessus derrière. Parce que si vous êtes obligé de refaire votre ingénierie radio, parce qu'il va falloir déplacer vos points hauts et autres, ben, ça va vous coûter cher et puis vous allez commencer à avoir des réticences. Donc ça, c'est quand même c'est un aspect très important dans la mise en place d'un réseau. Il faut quand même se dire, il est peut-être plus intéressant d'investir un peu plus au départ pour avoir une meilleure couverture, peut-être une plus grande densification, ou en tout cas la prévoir au départ pour que ça soit évolutif, que d'avoir à revenir dessus après sans avoir anticipé ce point-là. Et puis sur l'investissement, par rapport à ce que vous disiez aussi, c'est que en général, le retour sur investissement n'est pas forcément financier. Alors le problème, c'est que si la décision est prise par un financier qui regarde quelle est sa marge supplémentaire à court terme, il va peut-être pas l'avoir. Donc il va dire ça n'a aucun intérêt votre truc. Sauf que, comme vous le faisiez remarquer, souvent un des éléments, mais que les gens ne savent pas bien mesurer, c'est éviter les incidents. Alors un incident, ça coûte très cher, mais en général, dans un programme financier, on ne sait pas le chiffrer. Mais je parlais d'un exemple que j'avais vu récemment, une usine où ils expliquaient qu'ils ont eu un très gros incident, ça leur a coûté 500 millions d'euros. Potentiellement, s'ils avaient eu des systèmes qui leur avaient permis de mesurer tout un tas d'éléments justement et d'anticiper, ils auraient pu éviter des centaines de millions d'euros comme ça d'incidents. Donc je pense que ce sont des éléments très importants aussi à prendre en compte et à expliquer finalement
aux directions et aux DSI en général qui réfléchissent à ces sujets-là, c'est que il ne faut pas attendre quelque chose d'abord qui arrive et qui fasse, je dirais, révolutionner l'entreprise du jour au lendemain, mais que c'est sur le long terme. Et quand je dis long terme, c'est pas forcément si long que ça, hein, ça peut être en 1 an, 2 ans. Finalement, ils vont avoir des gains et qui vont progressivement améliorer le fonctionnement de leur entreprise. Si je peux compléter aussi là-dessus, dans les démarches qu'on a eues aussi, la 5G, il ne faut pas la voir effectivement comme quelque chose de ROI. Il y a beaucoup quand on fait des échanges de ce type-là, c'est quoi le ROI de la 5G? En fait, il n'y a pas de ROI sur la 5G. C'est les cas d'usage qui vont être exploités par la 5G qui vont amener du ROI. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on demande à une DSI c'est quoi le ROI du Wi-Fi. Faut vraiment voir la 5G comme une utilité, comme une usine qui est connectée à l'électricité pour faire tourner ses machines. C'est un must-have. Donc, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de ROI sur la 5G. Par contre, c'est tous les cas d'usage qu'on va mettre à côté qui, eux, vont amener du ROI et vont amener de l'efficience industrielle dans les processus. Donc à vous entendre, on a envie que ça aille beaucoup plus vite et que l'accès à ce réseau, de le tester rapidement, facilement, voir ce que ça donne, que ce soit plus facile. Je dis plus facile parce que, Cyril, quand je me tourne vers vous, effectivement, vous avez été un peu précurseur. Vous m'avez dit que vous avez un petit peu essuyé les plâtres. Et justement, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce qu'il faudrait pour accélérer tout ça? Est-ce que les freins que vous avez eus, est-ce qu'ils seraient toujours présents aujourd'hui? Est-ce que vous voyez des améliorations, justement? Bon, après, les difficultés qu'on a eues, tout le monde les a rencontrées. Hein. C'était tout simplement de trouver parfois le bon routeur ou la bonne tablette durcie. Simplement trouver des tablettes durcies qu'on pouvait bien paramétrer sur notre réseau, c'était compliqué. Et j'ai parlé des terminaux ATEX. C'était évidemment difficile à trouver. Bon, là, le matériel est en train d'arriver. Et effectivement, en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas décevoir quand on promet l'expérimentation. Voilà, c'est un peu comme l'utilisateur. Enfin, on a toutes ces couches finalement à ne pas décevoir. Quand on commence à parler d'expérimentation, il faut vraiment qu'on puisse délivrer derrière, quoi. D'où vraiment ce qu'on a mis en place dans le marché à bon de commande qu'on a mis en place avec Hop1, c'est justement pour pouvoir être en capacité de délivrer clairement quelque chose qui va être mis en condition opérationnelle le temps nécessaire de l'expérimentation. Donc c'est vraiment, on a professionnalisé ce banc d'essai pour ça, quoi. Et surtout avoir des terminaux. Oui, surtout avoir les terminaux. Mais après, il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a les terminaux et puis il y a tout le travail d'ingénierie collective. Et enfin, il y a quelque chose à, il y a un peu une communauté à créer, à convaincre à un moment donné à tous les étages de l'entreprise justement que finalement il faut y aller parce que l'avantage est là. Après, je voulais rebondir aussi sur le côté le must-have. Nous, d'un point de vue offre sur une zone industrielle, c'est plutôt presque, de notre point de vue, c'est un must-procure. Enfin, je ne sais pas comment traduire, mais il faut qu'on puisse. C'est un peu comme quelqu'un qui veut avoir un Airbnb qui n'a pas de Wi-Fi dans son Airbnb, il va avoir beaucoup de mal à le louer, en fait, en gros, quoi. Donc nous, c'est un peu pareil. Les zones industrielles, on fait partie des grandes dernières zones où on va pouvoir implanter les industries du futur, comme on dit. Bah, évidemment, il faut que cette utilité industrielle, maintenant, elle soit présente et qu'on puisse l'offrir à nos futurs aux entreprises qui vont s'implanter, puis à celles qui continuent à se développer. Évidemment, une grande partie du développement est endogène encore dans les ports. Thomas, de votre côté, vous avez des membres un peu précurseurs qui ont mis des réseaux privés un peu plus tôt, donc souvent 4G. Est-ce que vous voyez des avantages supplémentaires que peut apporter la 5G et de manière générale, sur ces réseaux privés au global, avec votre recul, est-ce que justement, il y a des freins qui ont été levés et lesquels restent encore à lever? Alors, sur la différence entre la 4G et la 5G, bon, il n'y a pas fondamentalement de différence technologique. C'est-à-dire que si on regarde l'efficacité spectrale, grosso modo, c'est à peu près la même chose en 4G et 5G. La 5G va apporter un peu plus de latence, mais finalement, quand on regarde dans les usages actuels de nos membres, on n'a pas forcément besoin d'une latence extraordinaire. Aujourd'hui, finalement, la 4G apporte déjà suffisamment.
le slicing, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de cas d'usage. Voilà, donc finalement, je ne fais pas une grande différence entre 4G et 5G. La grosse différence, finalement, qui va pouvoir être apportée par la 5G, c'est le fait que la 5G va gérer les bandes 3.8, 4.0. Donc, ce qui va permettre là d'avoir finalement une largeur de bande plus grande, donc de ce fait-là, de passer plus de débit. Et c'est en ce sens-là que la 5G va être intéressante. Mais c'est uniquement parce que finalement, les bandes 3 et 4.0 n'avaient pas été normalisées par le 3GPP en 4G. Si ça avait été en 4G, ça aurait pu fonctionner de la même façon. Parce qu'on peut faire aussi de l'agrégation de porteuses. Donc voilà, moi en fait, dans les usages qu'on a actuellement, je ne vois pas vraiment de grosses différences, si ce n'est voilà, l'accès à cette bande de fréquence qui est quand même très intéressante. Et on attend toujours d'ailleurs que l'ARCEP attribue définitivement ces fréquences pour les réseaux mobiles privés. Ça, c'est très important. Voilà. Alors sur la question, donc c'était le retour d'expérience, voilà, les freins. Quels sont les freins? Alors aujourd'hui, finalement, chez nos utilisateurs, bon, il n'y a pas. Alors, je dirais dans le secteur de l'énergie et du transport, il n'y a pas vraiment de gros freins au déploiement, si ce n'est initialement la disponibilité des bandes de fréquences. Donc ça, c'est le plus gros sujet. Mais à partir du moment où les bandes de fréquences sont là, après, bon, il y a des investissements qui sont conséquents dans un réseau de transport comme celui de la RATP, de la SNCF, autres. Donc ce sont des investissements en dizaines de millions, voire centaines de millions. Donc c'est quand même très conséquent. Donc ça veut dire qu'il faut quand même trouver les budgets pour investir. Mais derrière, comme on passe d'un réseau radio à un autre et qui sont obligés finalement de faire cette migration, parce qu'on ne peut pas s'arrêter d'avoir des réseaux radio, voilà, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas vraiment de frein. Bon, malgré tout, ensuite, en interne, comme on le disait, il faut faire les analyses sur les besoins, il faut faire de la conduite du changement, et puis il faut, je dirais, une ingénierie adéquate pour mettre en place le projet. Voilà, donc après, on a un cas particulier dans nos adhérents. Donc, on a la FNCCR qui est ici présente, donc avec les collectivités territoriales. Et il y a beaucoup de collectivités territoriales, finalement, qui partent de loin sur ces sujets-là, qui ne sont pas forcément aguerris à tous ces sujets de réseau radio. Alors, c'est intéressant avec le cas, finalement, d'Aropa, parce que c'est un peu similaire. C'est que, finalement, aujourd'hui, ça va certainement devenir un sujet d'attractivité pour les zones industrielles, donc des collectivités territoriales. Et elles ont tout intérêt, certainement, à déployer aujourd'hui des réseaux mobiles privés parce que il faut que leur zone d'activité soit déjà pré-numérisée. Avec, il faut de la fibre optique, mais aussi du réseau mobile privé pour gérer tout un tas d'échanges parce que dans l'industrie, les choses ne sont pas statiques et donc on a besoin aussi de réseaux radio. Voilà, donc il reste malgré tout, il y a à la fois des acteurs, je dirais, qui savent déjà ce que c'est, qui ont commencé, comme vous le disiez, relativement tôt et donc qui sont, qui ont déjà pris le train en marche. Et puis il y en a d'autres qui ont encore besoin d'être convaincus et donc il y a besoin d'aller les voir, de leur expliquer, de les accompagner pour qu'ils comprennent l'intérêt de déployer ces réseaux 4G parce qu'aujourd'hui, finalement, ils se disent finalement, j'ai le Wi-Fi, ça marche, et puis il y a la téléphonie mobile des opérateurs, même si elle n'est pas partout, on s'en contente, et puis voilà. Bon, mais en fait, avec ça, on ne répond que partiellement aux besoins. Et finalement, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à ceux qui partaient du Tétra. Ils en viennent à se restreindre sur leurs usages en disant de toutes les façons, on ne pourra pas faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Sauf qu'ils oublient que, voilà. Aujourd'hui, il y a la promesse des réseaux 4G et 5G qui peut leur permettre de faire nettement mieux, à condition de sauter le pas. Non, ce qui est intéressant, c'est que vos bandes sont vraiment spécifiques et effectivement, passer de la 4G à la 5G, c'est moins impressionnant que de passer du Wi-Fi à la 5G. Et là, mon regard se tourne vers Antoine. Donc effectivement, Wi-Fi 5G, le bon est effectivement sans commune mesure. Voilà, avec le recul, dans quel cas vous pensez que c'est particulièrement pertinent de déployer un réseau 5G? Dans quel cas vous le recommanderiez à d'autres? Et toujours la double question en une seule. Et quels freins, si on vous permettait de lever des freins, lesquels vous feriez sauter le plus rapidement possible pour faciliter la mise en œuvre et se concentrer sur les services?
J'ai déjà répondu à la première question, même si ça a été déjà répondu partiellement. Les freins, effectivement, sur toute la partie que je vais appeler amont sur l'infrastructure, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de problème. On a des offres, on a des matériels. Effectivement, sur la partie plutôt terminale, ça s'étoffe un peu plus sur la partie effectivement tablette, smartphone. Et après, nous, en tout cas, en tant qu'industriel, c'est des solutions qui sont plus packagées. J'ai parlé de caméra tout à l'heure. La caméra en elle-même n'est pas forcément 5G, on passe par un routeur. Donc, d'avoir des choses qui soient plus intégrées. Les lunettes connectées aussi, elles sont pas forcément toutes 5G. Donc, d'avoir des choses qui sont de plus en plus packagées pour justement démocratiser les usages, pour aller sur des choses qui sont vraiment plug and play aujourd'hui. On est encore un petit peu en avance de phase, je pense, et il faut être un peu astucieux, trouver les bons fonctionnements. Donc voilà les freins aujourd'hui. Après, en interne, moi je vois, je ne représente pas un ensemble d'utilisateurs, je suis vraiment dans une entreprise une entreprise unique sur laquelle on a déployé un réseau. Et il y a aussi des jeux un petit peu internes. La DSI, effectivement, peuvent être des personnes qui sont au final assez conservatrices et à juste titre, parce que s'ils sont garants de tout l'outil industriel, du bon fonctionnement de l'échange de données de l'outil industriel, donc il faut vraiment réussir à les embarquer, les convaincre, les former également, parce que c'est, comme on l'a dit, c'est des nouvelles technologies. Et donc une fois que ces freins sont levés, il y a plus de soucis. Et donc, du coup, pour répondre à la deuxième question, je pense qu'effectivement aujourd'hui, il y a une taille critique. Et pour pouvoir déployer un réseau 5G, je ne saurais pas dire laquelle, mais on comprend bien que ce ne sera pas les artisans qui vont être les premiers à déployer. Et puis, donc d'avoir une taille critique. Effectivement, on parle beaucoup de mobilité. Donc, je pense qu'une entreprise qui est dans la logistique, ça fait beaucoup de sens pour elle. De toute façon, dans une usine, il y a forcément des flux logistiques. Donc, il n'y a pas de mauvais cas d'usage ou de mauvais client pour la 5G. De toute façon, il y a... on a parlé dans les échanges qu'on a, le Wi-Fi, ça fonctionne, mais pas forcément bien partout. Donc la 5G est vraiment un game changer pour avoir cette continuité numérique et d'avoir cette fluidité qui est demandée par tous les utilisateurs. On voit bien que dès que ça se déconnecte, qu'il faut reconnecter, reparamétrer, c'est... Voilà, peut-être pas comme chez vous à jeter les téléphones contre les murs, mais ça agace. J'aime bien le terme continuité numérique comme prérequis pour la transformation numérique. Je pense qu'on a le temps pour une question. C'est un peu la question baguette magique. S'il n'y avait pas d'enjeux financiers, pas d'enjeux d'intégration ici, si tout était facile, quel service vous aimeriez déployer et dont vous pensez que ça apporterait une vraie amélioration à votre secteur d'activité? Est-ce que vous imaginez, ou en tout cas, quel service vous avez envie de voir déployer sur votre secteur? Qui veut? Je pense que c'est effectivement tous les services de vision industrielle. On a commencé à déployer déjà quelques cas d'usage, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher de ce niveau-là, déployer de la caméra, d'avoir du contrôle en ligne. On parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle qui permettent d'avoir des analyses d'images qui sont de plus en plus fines, de plus en plus précises. Et donc je pense que justement coupler cette intelligence artificielle avec ces différents capteurs, caméras et donc justement des flux vidéo HD, la 5G est tout à fait à même de faire ça. Donc moi je verrais bien ce type de cas d'usage se déployer et d'être intégré massivement chez nous. Effectivement, on sent bien qu'il y a une volonté, une demande des industriels sur ce type de service. Nous, de notre côté, en tant que gestionnaire de territoire, on rêverait évidemment d'une capacité de développer des jumeaux numériques. En fait, en gros, un type de jumeau numérique qui serait un genre d'hyperviseur qui nous permettrait d'optimiser complètement le fonctionnement de notre infrastructure en lien et en connexion avec tous les acteurs qui interviennent. Alors évidemment, on rêverait d'un environnement distribué avec une continuité numérique qui permet de développer plein de nouvelles applications
applications effectivement intelligentes qui nous permettent d'anticiper plein de choses et puis de jouer aussi avec les échelles, hein, puisqu'en fait, on a cette question, il faut se coordonner des fois avec un navire qui vient de Hambourg, il faut se coordonner avec une escale qui va aller jusqu'à Paris, enfin voilà, et d'être capable d'optimiser tout ça et aussi de régler les problèmes liés aux marchandises dangereuses, aux règles de ségrégation. Et puis à un moment donné, évidemment, les navires, pour l'instant, les conteneurs ne sont pas encore communicants, rarement en fait. Peut-être qu'à un moment donné, on aura des navires qui vont arriver avec 20 000 conteneurs qui sont tous intelligents et là, on aura besoin massivement de pouvoir absorber cette information pour optimiser les escales et rester attractif en gros, quoi. En l'espace d'un instant, c'est projeté dans le port. Et effectivement, la question de la fluidité, on comprend à quel point elle est majeure. On parle de continuité, mais fluidité aussi. Fluidité et contrôle. Et contrôle important, effectivement. Avez-vous une idée? Est-ce que vos membres est-ce que vous voyez venir un service un peu particulier? Enfin, voilà. Alors, dans les membres, il y a différents cas d'usage. Donc, bon, il peut y avoir plein d'usages différents. Mais je pense qu'il y a une chose vraiment très intéressante qui va se développer. Enfin, je pense que vous en avez parlé tous les deux. Finalement, c'est tout ce qui va être aide à la maintenance et à l'exploitation. Donc, avec notamment, vous parlez de lunettes connectées. Donc, un peu avec tout ce qui va être ce qu'on appelait avant réalité augmentée. Je ne sais pas si le terme est toujours à la mode. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, dans une usine, si vous avez un jumeau numérique qui vous permet de voir finalement l'ensemble de vos tuyauteries, l'ensemble de vos éléments, et que vous avez votre mainteneur qui arrive avec ses lunettes où on lui indique exactement sur quel tuyau il doit intervenir, sur quelle vanne, ça évite pas mal d'erreurs, pas mal de problèmes. Ça peut éviter aussi des risques. De la même façon, pour l'exploitation, très souvent, je pense que ça arrive à tout le monde, hein, vous arrivez à la gare ou vous demandez un renseignement, et puis la personne qui est là a pas plus d'informations que vous. Donc, pouvoir avoir tout un tas d'informations en temps réel pour connaître l'ensemble de l'environnement et améliorer l'accueil, je dirais, pour les voyageurs dans les transports, sont aussi tout un tas de choses, je pense, qui sont amenées à se développer. Merci. J'en profite, je crois qu'on a encore quelques minutes. Une petite question de joker. Voilà, pour conclure, quel conseil donneriez-vous aux entreprises, aux organismes qui hésitent à sauter le pas? Est-ce qu'il y a des conseils? Je dirais le premier conseil, je dirais s'il y en a un et unique conseil, c'est foncer. Voilà. N'attendez pas, grosso modo, c'est un peu comme ce qu'on dit aujourd'hui dans l'IA, si vous attendez, vous allez être dépassé par les autres. Donc allez-y, sinon vous serez dépassé parce que vous resterez sur le côté de la route. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment il faut faire? Je pense que ce qui est très important, c'est de se faire accompagner pour bien définir les cas d'usage, pour définir ensuite l'architecture de ce qu'on va déployer, pour définir comment on va le faire. Comme on le disait, il y a toute une problématique de conduite du changement, de savoir quelles étapes il va falloir mettre en œuvre. Et ça ne s'invente pas. Et puis, ça veut dire qu'il faudra aussi penser à faire évoluer certainement en interne les équipes, parce que, comme vous le faisiez remarquer, il faudra former des gens pour gérer l'exploitation et la maintenance. Non, je ne peux qu'abonder dans ce sens, effectivement. Comme j'ai dit déjà tout à l'heure, la 5G, c'est une infrastructure pour les entreprises. Et donc, tout comme le Wi-Fi est devenu indispensable, la 5G va permettre de multiplier encore les capacités. Donc, voilà, il n'y a pas forcément de questions à se poser. C'est l'infrastructure de demain, l'infrastructure de communication des entreprises de demain. Et donc, il faut y aller, effectivement. Et puis, pas forcément avoir peur. C'est ce que je disais. Les choses se mettent en place. Il y a des formations qui commencent à être proposées. Il y a des équipements qui sont là. Il y a des compétences qui existent sur le marché. On peut se faire accompagner et ça se passe très bien. L'écosystème est prêt. C'est ça. Il y a un ensemble qui s'est aligné petit à petit.
Est-ce que je vous laisse le mot de la fin? Oui, effectivement, il y a beaucoup plus de maturité. Je dirais, faut foncer, il ne faut pas hésiter. Mais effectivement, il faut quand même être sûr qu'on a une ingénierie de test, si on part sur un test qui tient la route. Et surtout, il faut vraiment associer le terrain et tous les étages, en fait, parce qu'il n'y a rien à faire. On voit bien qu'il y a des luttes entre on tombe sur des entreprises où il y a quelqu'un qui est en charge de l'innovation et lui, il a envie d'y aller. Et puis, il y a un DSI qui est très, très prudent, qui dit, tiens, j'ai jamais entendu parler de ce problème. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui est en charge de la partie réseau et qui, lui, a envie d'y aller aussi. Mais il attend que ses équipes terrain lui disent, oui, vas-y, tu peux y aller. Enfin, voilà, beaucoup de gens s'attendent, en fait, finalement, sur toutes ces couches-là. Donc, effectivement, il y a un moment donné, c'est quand même peut-être une prise de risque si on part dans le pilote ou dans le POC. Mais on voit bien qu'il y a des entreprises qui actuellement sont en train d'y aller parce qu'elles ont laissé complètement vieillir leurs anciens systèmes Wi-Fi, par exemple. Ils sont obligés d'acheter du matériel d'occasion pour faire de la maintenance. On voit bien que c'est un peu critique pour elles actuellement. Donc, il est temps d'y aller, effectivement. Et puis, pourquoi pas devenir un repas pour faire les tests. Merci. Merci à vous tous les trois pour vos interventions. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, j'y vais Agnès. Ouais. Alors, où est la question? Voilà, c'est Catherine Gabet de la NFR. Voilà, je vous ai présenté. Donc. Merci, c'était très intéressant. J'ai une petite question parce que c'est sur cette conduite du changement, mais également des équipes internes. J'entends parler du DSI qui a quand même de la connectivité avec le Wi-Fi, et puis il y a des fois des équipes réseau, des équipes fréquences qui sont ailleurs, qui se parlent plus ou moins, mais qui ne sont pas forcément dans le même écosystème. Avant, on parlait de TIC, technologie de l'information et de la communication. Puis maintenant, on est parti sur juste technologie de l'information. Et on se rend compte que la connectivité fait partie du numérique. Donc, comment vous voyez cette évolution? Est-ce que le DSI doit justement, effectivement, s'intégrer de plus en plus et prendre en compte, effectivement, cette dimension réseau, fréquence et connectivité qui demande des compétences particulières, notamment pour ensuite la gestion du réseau. Et si on devient opérateur, on peut être confronté à différentes problématiques. Et là, je fais ma petite publicité. Je suis côté contrôle du spectre. Donc, si vous avez un jour un brouillage qui peut arriver à tout le monde, c'est de la faute de personne, enfin, sauf éventuellement de ceux qui auraient des brouilleurs illicites. Mais il faut effectivement aussi prendre en compte ce risque qui devient un risque cyber, finalement un risque numérique. Et comment c'est intégré, comment justement les DSI intègrent ça dans leur risque numérique ou pas. Voilà, ça fait partie de toute cette culture aussi pour avoir ensuite ce rôle d'opérateur et dans un cadre numérique, donc dans un cadre particulier industriel ou autre. Voilà. Comment vous voyez, quel contact vous avez pu avoir avec des DSI et comment vous avez pu voir ces choses se faire pour que ça fonctionne? Je vais essayer de répondre avec ce que j'ai vu. Je n'ai pas la réponse exclusive. D'abord, sur l'organisation, je dirais chaque entreprise doit mettre en place sa propre organisation. Que le réseau radio soit géré dans un DSI ou pas, bon, c'est un choix. Dans tous les cas, je pense que ce qui est important, c'est que, comme vous le soulignez, il faut qu'il y ait une compétence radio qui soit intégrée dans l'entreprise. Alors, ça peut être directement dans l'entreprise ou sous-traité à un prestataire, peu importe, mais dans tous les cas, il faut cette compétence radio. En effet, il y a des dossiers à gérer avec l'ARCEP, avec les NFR, il y aura des problématiques de cohabitation avec d'autres réseaux. Donc ça, c'est un élément très important. Maintenant, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on est... Alors, malheureusement, peut-être encore au balbutiement finalement de la 4G et de la 5G pour les réseaux mobiles privés. Ce qui fait qu'on est encore dans une phase peut-être d'apprentissage et ce qui fait que finalement il y a le phénomène de la nouveauté. Une fois qu'on aura passé cette étape, finalement, on va arriver dans quelques années, peut-être, j'espère le plus tôt possible, finalement, dans une phase où la 4G ou la 5G sera banalisée. Et à partir du moment où ce sera banalisé, ça deviendra comme l'informatique, finalement, un outil comme un autre qui doit fonctionner, dont on ne se préoccupera plus. Donc peut-être qu'en effet, à ce moment-là, ça aura un intérêt que ce soit intégré au sein de la DSI. D'autant plus que
au-delà de l'aspect réseau, il y a un lien très fort avec l'informatique, parce que l'objectif, c'est pas de mettre un réseau pour mettre un réseau, c'est pour y faire fonctionner des applications, que ce soit sur les tablettes ou smartphones des utilisateurs ou pour les échanges entre machines. Donc il y a forcément, et ça c'est un point très important, et c'est pour ça qu'aussi dans la conduite du changement, il faut impérativement associer les DSI, c'est que il va falloir faire évoluer les applicatifs une fois qu'on a mis en place le réseau. Après, savoir qui doit gérer le réseau, bon, ça c'est un autre sujet, mais voilà, c'est... Pour compléter, effectivement, chez nous, ce qui s'est passé, donc la DSI est effectivement impliquée. Alors, ce n'est pas forcément eux les sachants sur le réseau, parce qu'on est passé par un intégrateur, Alsatis, pour ne pas le nommer. Mais par contre, la DSI est garante de la politique cybersécurité et autres, et donc amène ces exigences que notre partenaire, auquel notre partenaire doit se plier. Donc effectivement, la DSI est très impliquée là-dessus. Après, les compétences, effectivement, radio et autres, ne sont pas forcément chez elle, mais en tout cas, c'est elle qui donne les grandes lignes sur ces aspects sécurité de l'infrastructure et comment ça doit être géré par nos contractants. Bonjour, Philippe Paul Chianti. Je voulais revenir sur un point clé que vous avez débattu tous les trois, et je pense que c'était clair. Le cas d'usage, les cas d'usage ont besoin de leur retour sur investissement, avec la discussion avec le CFO, etc. Mais la décision de faire du déploiement 5G industriel n'a pas forcément... comment est appréhendée la décision de faire de la 5G? Vous disiez, c'est un besoin de continuité, par exemple, de service. Et donc, quels sont les arguments que le COMEX prend pour décider d'avoir cette couverture 5G qui, au-delà de ça, après, aura son propre ROI pour chaque cas d'usage? Il y a une première chose, je pense que quand je regarde, dans le cas des membres de l'Agur, notamment ceux qui sont dans le transport ou l'énergie, on s'aperçoit que les premiers qui sont partis en général, c'est parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Finalement, c'était pour des questions de criticité, donc de sécurité ou grosso modo, si on n'avait pas ce réseau, ça ne fonctionnait pas. La raison pour laquelle certainement les industriels sont en retard, désolé de dire ça, mais c'est peut-être que finalement aujourd'hui ils n'ont pas cette criticité en haut de la pile finalement de leurs préoccupations, ou en tout cas ils ne la voient pas. Je pense, voilà. Philippe qui fait des signes, c'est qu'il ne la voit certainement pas. Donc, parce que, comme on le disait derrière, finalement, ce qui est difficile, c'est, par rapport à une entreprise qui raisonne financièrement, c'est de valoriser financièrement, finalement, ce que va apporter le réseau 4G ou 5G. Donc, soit on va avoir une entreprise qui va être dans une perspective d'innovation et voilà, qui va vouloir aller de l'avant parce que elle va comprendre que finalement sur le long terme ça va lui apporter de la valeur ajoutée. Si on n'arrive pas à trouver cet angle d'attaque, que ce soit de l'aspect criticité ou de l'aspect je dirais valorisation sur le long terme, c'est vrai que ça ne me paraît pas forcément évident de prime abord, mais je vais peut-être vous laisser vous exprimer parce que vous avez une expérience peut-être différente. Alors pour ce qui concerne Accom, je pense que nous on a la chance d'être éclairé assez tôt par la 5G. Effectivement, on fait du câble pour les infrastructures télécoms notamment. On est membre du CSF infrastructure numérique qui a été cité tout à l'heure. Donc on a eu cette imprégnation assez tôt sur la 5G, de comprendre tous les enjeux pour nous en tant qu'industriels que ça pouvait apporter. Et puis aussi, il ne faut pas se cacher, il y a eu quand même des incentives avec le plan France Relance. Donc tout ça mis bout à bout, ça nous a décidé
à sauter le pas et d'aller vers la 5G. Et puis ça répond à pas mal d'enjeux stratégiques de l'entreprise pour les différents services. On a notre DSI qui doit toujours accompagner, gérer de plus en plus de données, d'amener de la mobilité aux salariés, d'amener de la mobilité dans les ateliers. On a notre service innovation aussi qui doit trouver des services en rupture, à la fois sur les services qu'on peut potentiellement commercialiser, mais aussi en interne sur nos processus. Et donc, ça contribue vraiment à tous les échelons de l'entreprise, de la production, la DSI, éventuellement les ventes. Voilà, donc ça répond beaucoup à beaucoup de critères stratégiques pour l'entreprise. Je vais parler du point de vue d'Aropa, donc de gestionnaire d'infrastructure de territoire, parce que c'est vrai qu'on a discuté avec pas mal d'entreprises où on a constaté ça, effectivement, le besoin de criticité. Mais nous, en fait, faut bien voir qu'on est rentré dans ce sujet-là par un projet un peu plus global qui s'appelait Le Havre Smart Port City, qui est un scénario de transformation du territoire, en fait. Nous, les territoires portuaires, villes portuaires ou territoires portuaires, en fait, on est en train de faire des tas de transformations au niveau développement durable, au niveau du mix énergétique, et on a évidemment besoin de s'appuyer sur ce qui fait la base du port, c'est un foncier qu'on peut libérer, qu'on peut mettre à disposition avec une infrastructure qui marche bien, et puis aussi des utilités derrière qui vont soutenir cette infrastructure. Parmi ces utilités, on est convaincu que la partie numérique a une importance. On ne pourra pas faire de transformation, on ne pourra pas opérer toutes les transformations digitales qu'on a besoin de faire s'il n'y a pas à un moment donné, il n'y a pas une offre sur la partie au-dessus de notre domaine public, une offre dans le spectre qui permet de développer toutes les verticales qu'on veut amener, qui se développent, ou les nouvelles qui vont arriver, quoi. Donc c'est vraiment le choix pour nous de s'orienter là-dessus, c'était ça. C'était en fait, en gros, le territoire, s'il veut se développer, réussir sa transformation, il a besoin de cette offre-là et de cette capacité à aider toutes les entreprises qui sont sur notre territoire à faire ce virage, en fait. Non, je rebondis parce que quand je vous écoute, effectivement, vous notez bien le fait que vous avez déjà en tête les services cibles que vous voulez. Et vous savez déjà que vous en avez absolument besoin. Et ensuite, ça permet de déployer un réseau 5G. C'est intéressant d'inverser ça, effectivement. C'était déjà une grande conscience, en fait, déjà de ce qui était nécessaire. Voilà, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est qu'au-delà des enjeux stratégiques, c'était corroboré par les problématiques terrain dont on a parlé au début de cette table ronde, effectivement. Donc tout ça mis bout à bout, il n'y a plus de questions. Bon, il n'y a plus de questions. Non, est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense qu'on peut encore les applaudir Agnès pour cette magnifique table ronde.